Militant, Badant, Punk, Athlète Badass, CRS, Big Brother, Tourbillol, Marteau, Boom, Révélation, Accroche, Apple. Apple en coco, c'est la marque préférée de plein de gens. C'est les fous du bus qui font la queue pour la sortie du nouvel iPhone, c'est les rangées de MacBook Air en amphi, à Skip ça prend des meilleures notes, les iMachin, les Apple cela, les macOS, insérer un élément naturel de Californie. C'est stylé et intelligent, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, on l'oublie souvent, mais ça a pas toujours été comme ça. Avant les objets à collectionner, Apple, c'était un peu de la merde. On parle d'une marque qui peinait à se démarquer et qui était pas mal rongée par les guerres d'ego. N'est-ce pas Steve ? Mais ce qui est intéressant chez Apple, c'est comment on passe d'un challenger qui galère au milieu des autres à l'empire hégémonique qu'on connaît aujourd'hui. Bah oui, parce qu'il y a forcément eu un grand tournant, ça arrive pas comme ça. Alors pour moi, il y en a deux. Mais le deuxième, vous l'avez sûrement vécu, ou du moins en partie si vous êtes un peu plus jeune. Et vous le connaissez, hein. C'est les années 2000. C'est quand même la décennie de la miniaturisation de la tech. C'est là qu'on voit fleurir tous les ordinateurs portables et les baladeurs MP3. D'ailleurs, avec la sortie de l'iPod, Apple va juste enterrer le marché du MP3. Dans la foulée, l'iMac débarque avec un design qui arrive tout droit du futur pour te donner envie de foutre ta vieille tour de mort à la poubelle. Après ça, Apple va mettre le dernier clou dans le cercueil de la tech en sortant l'iPhone 3G, la révolution qui va lancer la grande folie des smartphones et des objets connectés en général. Alors dit comme ça a l'air super facile, mais c'est justement ce qu'Apple veut qu'on ressente, qu'il suffisait d'y penser et d'avoir un gros cerveau. Et des petites lunettes rondes et un col roulé. Mais ce qui fait la diff, c'est le repositionnement d'Apple autour des créatifs et l'utilisation de matériaux plus nobles que le plastique. Faut avouer que ça a quand même plus de gueule le MacBook Air gris sidéral que le plastique jauni au soleil. Mais nous, on va s'intéresser à un autre moment clé de l'histoire d'Apple. La sortie du premier Macintosh en 1984, le premier ordinateur familial d'Apple. Enfin, on s'intéresse pas vraiment au premier Macintosh, on s'intéresse plutôt à comment il a été annoncé au grand public. On est en 84. Apple, ça se passe, mais genre vite fait, c'est pas la folie non plus quoi. À l'époque, la méta de l'informatique, c'est de vendre le plus de machines possible, le plus d'ordinateurs. Et donc, le gros daron du marché de l'informatique, c'est donc, bien évidemment, IBM quoi. Qui, en gros, à l'époque, équipe toutes les entreprises de la planète en ordinateur. Rien que ça, y a pire dans la vie. Donc pour niquer IBM et pour essayer de braquer le marché de l'informatique, Apple mise sur une ouverture du marché au foyer américain, donc sortir des entreprises. Le calcul étant le suivant, il y a plus de familles que d'entreprises. Bien vu l'aveugle et c'est un peu dur de leur contester ça aujourd'hui quoi. Enfin, vous avez combien d'ordinateurs chez vous ? Le décor est donc posé, avec d'un côté Apple, le petit poussé ingénieux, contre IBM, le mastodonte international. Un combat qui promet d'être épique. C'est un peu David contre Goliath, le Vietnam contre les États-Unis, les Rox Tigers contre T1. J'utilise une référence que je ne maîtrise pas du tout. Maintenant, comme dans tout bon film de braquage de merde, il faut qu'on monte une équipe. D'abord, pour piloter tout ce bordel, on a besoin de Steve Jobs et de son gros melon. Ensemble, ils vont embaucher John Sculley, l'ancien boss de Pepsi, qui sait très bien ce que c'est que d'être à la place du con. Sur LinkedIn, on traduit ça par spécialiste de la position d'outsider sur le marché. Son job, ça va être de réduire l'écart entre Apple et IBM, comme il a su le faire pour Pepsi et Coca-Cola. Pour convaincre Sculley de venir chez Apple, Steve Jobs lui aurait balancé « Comptez-vous continuer de vendre de l'eau sucrée le reste de votre vie ou voulez-vous changer le monde avec moi ?» C'est-à-dire que le mec, il l'a eu en entretien et frame 1, il l'a rabaissé. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer ? Ensuite, on a la giga star du casting, Ridley Scott, qui va prendre un joli chèque pour faire sa piche dans la pub. Pour incarner l'antagoniste ultime d'Apple, on va avoir besoin de Big Blue, le dictateur fasciste qui représente l'hégémonie d'IBM sur le marché. Anna Meyer, une athlète colorée qui va incarner la figure d'Apple qui se rebelle face à l'ordre établi. Et enfin, plein de punks anglais payés 125 balles pour se raser la tête et venir faire les sujets de cette société fasciste où les citoyens se sont fait laver le cerveau. Le spot en lui-même, vous le connaissez, même sans l'avoir vu, parce que de toute manière, il a tellement été repris et parodié dans toute la pop culture américaine qui nous a inondés pendant les 30 années qui ont suivi sa diffusion, que vous le connaissez en fait. De Valve à Fortnite en passant par Zalando, les marques se sont réappropriées le spot. Sans parler de Matt Groening, le papa des Simpsons et de Futurama, qui a parodié 3 fois le spot. Visiblement, Apple ne paye pas de loyer dans la tête du gars. Le sous-texte, lui, il est plutôt simple, il casse pas trop patin à un canard, comme dirait mon oncle. Apple, c'est l'alternative qui vient bousculer l'ordre établi, en s'inspirant de 2 références majeures. Sans surprise, Metropolis de Fritz Lang pour son univers dystopique de métal, qui était déjà une des références de Ridley Scott quand il fait Blade Runner, et évidemment la référence littéraire la plus citée à tort à travers tous les plateaux télé, 1984, de George Orwell, pour sa représentation d'IBM et de la société. Là, c'est notre pub. Là, c'est l'adaptation de 1984.
le spot se finit en disant « Et vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984 ». Ça, c'est de la subtilité. Bon, après, je vais me permettre une petite remarque, mais comparer IBM à Big Brother, 12 mon ref, non? Je sais pas, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas IBM qui fait sauter ta garantie si tu ouvres toi-même ton ordi. Mais faut bien comprendre que dans le paysage de la publicité, c'est un véritable ovni. Et Apple ne le sait pas encore, mais développe déjà, sans le savoir, son Think Different. Ce slogan qui en fera la marque des créatifs stylés dans les années 2000, avant de devenir la marque que tout le monde s'arrache, synonyme de luxe, d'excellence, de simplicité et d'intelligence en mettant tout le monde à l'amende. Succès après succès. On est tous d'accord, la pub est giga stylée. Et s'il y avait plus de pubs comme ça, j'aurais peut-être encore une télé. C'est inspiré, en plus c'est de la SF, c'est quand même pas banal de la SF dans une pub. La photo est belle et ça reste en tête, mais pas comme un jingle de merde dont on aurait pompé la top line sur une chanson populaire. Et aux voleurs, on dit ciao, ciao, ciao. Ça reste en tête pour des bonnes raisons, je pense. Maintenant qu'on a bien sucé la pub, vous trouvez pas qu'il y a un truc qui déconne? Attendez, on se refait la fin. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see... Vous pouvez me dire c'est quoi le Macintosh? En vrai, je vous ai fait un bait à 2 balles, parce qu'on en a rien à foutre. Parce que les gens étaient suffisamment intrigués par la pub pour faire sauter le standard d'Apple le lendemain. Donc bon, Macintosh, mes couilles. En plus, le spot a été repris dans la plupart des journaux télé le lendemain aux États-Unis, et ça, c'est un petit peu le rêve de tous les connards de la com, du temps d'antenne gratuit. Et au-delà de son impact immédiat, c'est une publicité qui est devenue mythique avec le temps. Et c'est surtout une des premières pubs qui essaye de transmettre une idée plutôt que d'essayer de déballer un argumentaire de vente chiant, inutile et qui en vérité n'impacte pas les personnes qui sont censées être touchées par cette pub. Elle est considérée par beaucoup comme l'une des, si ce n'est la meilleure pub de tous les temps. Et ça c'est fort. D'ailleurs, elle a même été intronisée au Hall of Fame de la publicité. Vous saviez qu'il y avait un Hall of Fame de la publicité? Maintenant, l'envers du décor de cette publicité, c'est que quand ils l'ont présentée au conseil d'administration d'Apple, ils l'ont détesté. Derrière, ils ont fait des groupes tests pour essayer de faire changer d'avis le conseil d'administration, mais ces groupes tests, ils ont rien compris. Personne n'a piffé la pub. Et ça, normalement, je pense que c'est le pire des red flags que tu peux avoir en publicité. Ça veut dire on n'y va pas, les gars. On annule tout. C'est mort. Jamais de la vie, on va se ridiculiser en antenne nationale. Mais ça, c'est la théorie. Parce que Steve Jobs, son ego surdimensionné, et l'autre fondateur d'Apple dont tout le monde a oublié le blaze, ils vont utiliser leur grosse thune et ils vont le diffuser eux-mêmes ce putain de spot, ok? Tiens, j'ai une question pour vous. On est aux States, on a produit un bête de spot avec Ridley Scott à la réal qui sort de fucking Blade Runner et on a un paquet de thunes pour le diffuser. On fait ça où? Donc, il faudrait un gros événement pour toucher un maximum de personnes, où les gens sont bien concentrés et, si possible, investis. Vous auriez pas une idée? Ouais, ça devrait faire l'affaire. Le Super Bowl 18 qui oppose les Washington Redskins aux Los Angeles Raiders. Un espace publicitaire de 60 secondes, acheté $800 000. Tiens, et au passage, si vous voulez briller en société, lors du premier Super Bowl, en 67, une pub de 30 secondes, c'était $42 000, contre 5,6 millions pour le Super Bowl 54 en 2020. Oh putain, ça en fait de la thune. Et vous vous en doutez, c'est des chiffres qui font que de grimper. C'est pas encore public, mais je pense que c'est encore plus cher aujourd'hui. Mais que ce soit en 2024 ou en 84, ça vaut toujours le coup de diffuser son spot au Super Bowl. Le spot est vu en direct par 96 millions d'Américains, soit 40% de la population du pays. T'as quasiment un Américain sur 2 qui l'a vu, si ce n'est plus, parce que la pub a été rediffusée pendant les journaux TV le lendemain. Et tout ce beau petit monde ne le sait pas encore, mais ils viennent d'assister à un bout de pop culture américaine en direct. Et aussi au point de départ de la grande escalade publicitaire que va devenir le Super Bowl année après année. Je vous apprends que dalle, c'est une véritable masterclass. Mention Psartec, félicitations sur le bulletin, tout ça. Mais du coup, Apple a dû se faire des couilles en or après la diffusion de ce spot. Non? Pas exactement. Il y a eu des bonnes ventes. Puis ça s'est tassé. Et quand ça s'est tassé, Steve Jobs et le mec de Pepsi ont commencé à se bouffer le nez. Jusqu'à ce que Steve décide d'être un connard imbu de sa personne ailleurs. Et la cerise sur le gâteau à la merde d'Apple, c'est que l'autre challenger d'IBM,
Windows a réussi à niquer IBM, mais pas en vendant des machines, en vendant des systèmes d'exploitation. Donc ouais, on peut se dire que ça fait cher le flop, mais c'est pas ça l'héritage de 1984. Déjà, ça pose les bases de la prochaine orientation d'Apple, mais surtout, c'est une nouvelle manière d'approcher la publicité à la télévision qui va devenir un modèle international, plus cinématographique. Y compris en France. Vous croyez qu'on aurait eu les pubs Lacoste, Intermarché ou encore Winamax sans Apple? Alors oui, il y aurait sûrement une autre marque qui l'aurait fait, mais en attendant, c'est Apple. Bien ouais, on n'a rien pu faire. Et sans le vouloir, c'est grâce à Apple que des zinzins notent les pubs chaque année au Super Bowl. Non mais c'est ouf de voir que la grande fête annuelle du capitalisme est devenue un événement culturel pour des gens qui travaillent pas dans la pub, qui en ont rien à foutre du match qui dure 5 heures, et qui sont pas là pour regarder aussi un concert de 30 minutes en playback. Ils sont là pour noter les pubs, putain, ça n'a aucun sens. 1984, c'est un monument de la publicité, et si on est mauvaise langue, on pourrait dire que les marques ne font qu'essayer de reproduire son impact. Avec plus ou moins de succès. Quand même. Pour Apple, c'est un moment qui va contribuer à sa légende. Et aussi la légende de Steve Jobs. Alors qu'en soi, il a rien fait. La technique secrète ancestrale des PDG de la Silicon Valley. Je m'attribue le travail de mes employés. Je déteste les riches. Donc voilà, c'était Zilé. Première vidéo histoire de tâter un peu le terrain et d'essayer des trucs. N'hésitez pas à vous abonner, liker si vous avez trouvé ça cool. Et on se retrouve bientôt, on va parler de pub, de marque, de com, de marketing. J'ai plein de sujets à la con déjà prévus. Petit teaser à 2 balles, mais la prochaine fois on va parler de l'UFC et comment, grâce au marketing, ce gros chauve de Dana White a réussi à sortir sa ligue des eaux profondes dans lesquelles elle était. Voilà, je vous dis à bientôt l'équipe.